Lundi 27 février 2023, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, le titre, c'est lundi encore à la tribune de la 52e session des Nations Unies aux droits de l'homme. Le président Tshisekedi a de nouveau condamné le Rwanda qui soutient le M23 afin d'agresser son pays. Du haut de la tribune, Félix Tshisekedi, qui se soucie de l'organisation générale des élections, n'a pas caché ses inquiétudes quant aux conséquences de cette agression au moment où la CENI s'apprête à organiser de nouveaux scrutins en décembre prochain. L'urgence de mettre fin aux aventures guerrières du Rwanda s'impose. Aussi, les rapatriements des réfugiés rwandais vivant en République démocratique du Congo. Dans cette édition, le grande ligne du discours du président Félix Tshisekedi à la 52e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. À Kinshasa, scène de colère ce matin des habitants des Matadi Mayo qui avaient barricadé la route en perturbant la circulation. Ils exprimaient leur ras-le-bol face aux destructions de leurs maisons par les eaux des pluies. Pour eux, il s'agit des eaux des pluies non canalisées qui proviennent de la nationale numéro 1 où s'effectuent les travaux. Nous avons joint une sinistrée que vous suivrez tout à l'heure. Bonsoir. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part ce lundi à la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, en Suisse. Le chef de l'État a condamné la grave violation des droits de l'homme par le groupe armé qui pilule l'Est de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a également épinglé la question du processus électoral dont les bons déroulements dépendent de la stabilité du pays. Je vous propose de le suivre. Quant aux élections générales prévues pour le 20 décembre prochain, une autre matière qui touche aux libertés fondamentales et aux droits fondamentaux des citoyens, le gouvernement de la République et moi-même attachons le plus grand intérêt et portons une attention soutenue à leur tenue en toute transparence, en toute liberté et sans exclusion basée sur des considérations politiques, tribales ou ethniques. Toutefois, la persistance de la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral dont les opérations d'enrôlement sont déjà en cours par suite du déplacement massif des personnes des zones de combat, de l'insécurité et de l'inaccessibilité à ces zones. Il est donc impérieux que la communauté internationale s'implique davantage activement aux côtés de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le chef de l'État est revenu également sur la prétendue collaboration entre les officiers des FARDC et FDLR pour Félix Tshisekedi. Ces allégations sont avancées par le Rwanda pour justifier des crimes commis en République démocratique du Congo. Suivez. C'est ici le lieu, une fois de plus, de dissiper toute équivoque et de porter un démenti cinglant aux allégations fallacieuses des dirigeants rwandais qui invoquent à qui veulent les entendre, d'une part, la prétendue collaboration entre officiers de l'armée congolaise et les commandants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, alors que j'ai changé le leadership de l'armée depuis plusieurs mois, et d'autre part, le discours de la haine tribale contre les populations dites rwandophones qui seraient persécutées ou, pis encore, menacées de génocide en République démocratique du Congo, et cela pour justifier leurs crimes dans mon pays et obtenir la mansuétude de certains pays. À cet égard, je recommande à toute personne qui en aurait encore le doute de lire les groupes d'experts, le rapport des groupes d'experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, rapport de septembre 2022, distribué par le Conseil de sécurité, et celui lui déposé en janvier dernier pour se rendre à l'évidence de la présence des forces de défense du Rwanda, les RDF, au Nord Kivu et de leur soutien au M23.
L'intégralité du discours du président de la République, c'est à suivre à la fin de cette édition d'information. Mais bien avant de s'envoler pour la Suisse, le chef de l'État a présidé le week-end dernier à Kinshasa la 22e session des chefs d'État et des gouvernements membres de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, fait marquant de ces forums la passation de pouvoir entre Félix Tshisekedi et son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba, désormais président en exercice de la CEAC. Dans le chapiteau de la Cité de l'Union africaine, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique centrale. Au total, 7 chefs d'État ont participé à cette 22e session ordinaire. Il s'agit des présidents Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Évariste Ndayishimiye du Burundi, Idriss Déby Itno du Tchad, Ali Bongo Ondimba du Gabon, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Carlos Villanoa de Sao Tomé et Principe et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, président sortant de la CEAC. Dans son discours, le président Félix Tshisekedi a dressé le bilan de sa mandature en termes d'action et d'initiative au bénéfice du progrès régional, tout en relevant le caractère inédit et historique de cette session, coïncidant avec la tenue de la toute première conférence maritime de la CEAC. Félix Tshisekedi a mis en relief les grands axes sur lesquels s'est cristallisée sa mandature, avec à la clé une volonté clairement exprimée d'accélérer l'intégration et le développement de l'Afrique centrale. Il s'agit de l'éducation, de la santé et de la culture au travers desquelles il s'est engagé à changer de paradigme pour mettre la priorité sur le développement du capital humain au sein de l'organisation. La déclaration finale lue par le ministre congolais de l'intégration régionale exprime la solidarité de la communauté envers les populations congolaises victimes de l'insécurité entretenue par les groupes terroristes dont le M23. La conférence a condamné sans réserve ce groupe pour les nombreuses exactions et violations dont il se rend chaque jour coupable dans l'est de la République démocratique du Congo. La conférence invite les autorités de la RDC et du Rwanda à privilégier les voies pacifiques pour résoudre leurs différends. Et le président Joao Lourenço d'Angola et Évariste Ndayishimiye du Burundi ont été appelés à poursuivre leurs efforts de paix dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi dans lesquels ils sont fortement impliqués. Pour la crise humanitaire préoccupante qui sévit dans la région, reflétée par le nombre exponentiel des réfugiés et des déplacés au sein de l'espace CEAC, il a été décidé de la mise en place d'une contribution spéciale des États membres visant l'établissement d'un fonds de solidarité au profit des victimes. Le président Tshisekedi a reçu les félicitations des CPR pour l'organisation de la première conférence maritime assortie de l'élaboration d'une politique maritime ainsi que des stratégies relatives au développement de l'économie bleue durable en Afrique centrale pour la sécurisation des intérêts vitaux en mer et dans les eaux continentales et partagées de la région. Et au cours de cette 22e session ordinaire, le président de la RDC, président en exercice de la CEAC, a cédé le bâton de commandement à son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Et dans son mot d'acceptation, le président gabonais a salué le mandat de son prédécesseur avant d'inviter ses pairs à agir de manière collective afin de s'approprier les dossiers de la CEAC pour des solutions idoines, la préservation des systèmes forestiers ainsi que le financement de l'organisation seront au centre de sa mandature, a-t-il fait savoir. La prochaine session aura lieu en juin 2023 et c'est Libreville qui abritera les assises. Arrivée à Kinshasa, dans la suite de son époux, la première dame du Burundi a été reçue le week-end par son homologue Denis Nyakero Tshisekedi. L'épouse du chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présenté à Angeline Ndayishimiye les actions que mène sa fondation pour le bien-être de la population. La suite dans ses commentaires. De l'expérience des autres, l'on peut toujours tirer une meilleure partie. La première dame du Burundi croit avoir trouvé une source d'inspiration dans ce qu'elle a vu et entendu. Excellencia
lutte contre la violence basée sur le genre sans être exhaustif, que des programmes et des actions qui suscitent l'intérêt et l'admiration. Dans la suite de son époux, venu participer à la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEAC, Angeline Ndayishimiye a capitalisé son temps pour découvrir la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Sa mission, ses axes d'intervention pour concrétiser la vision de son initiatrice lui ont été exposés. Une présentation qui ouvre à l'hôte de la présidente de la fondation DINT un vaste champ dans l'univers du possible. Premièrement, je remercie le gouvernement congolais pour l'accueil et l'hospitalité qui nous ont été réservés dès notre arrivée. Je tiens à féliciter la première dame qui est la vice-présidente de l'OPEDAD pour les missions qu'elle réalise à travers sa fondation. Je suis inspirée. J'ai vu des choses que je pourrais faire dans ma fondation. Chez nous, on n'a pas de tableau comme chez vous pour faire le suivi, évaluation. Je vous remercie de votre inspiration. La First Lady de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, avait été l'année dernière l'invitée de la première dame du Burundi. Elle avait elle aussi eu l'honneur de visiter la fondation de son homologue et de comprendre ses actions. De ces visites, il en ressort des similitudes dans l'essence des deux visions sur fond du bien-être des populations. Un véritable échange d'expériences pour des solutions efficaces aux problèmes de leurs communautés respectives, celles de la région et du continent africain. Dans un autre chapitre à présent, le résultat de la participation de la République démocratique du Congo au 36e sommet de l'Union africaine était au centre du briefing presse co-animé samedi par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Selon le chef de la diplomatie congolaise, la participation de Félix Tshisekedi à ces assises est globalement positive. Parmi les points positifs satisfaisants, Christophe Lutundula a noté la résolution de l'UA exigeant le retrait des rebelles M23 des zones occupées en République démocratique du Congo. Images et commentaires. Aussi nos compatriotes. Au cours du briefing presse, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Bala, a jugé satisfaisant le bilan du 36e sommet de l'Union africaine, tenu du 17 au 18 février à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. Selon ce membre du gouvernement, la notification au terrorisme du M23 des dernières conclusions de ces assises est un aspect positif, comme quoi la diplomatie de la RDC ne cesse de produire de bons fruits. Qu'est-ce qui est d'important finalement? Premièrement, c'est l'unanimité autour du fait que la feuille de route arrêtée par le mini-sommet de Luanda du 23 novembre n'a pas été appliquée. Et tout le monde a reconnu que c'est le M23 qui n'a pas voulu appliquer cette feuille de route. La deuxième, c'est que on a examiné les nouveaux plans de désengagement de la fin des hostilités élaborés par les chefs d'état-major des pays membres de la East African Community, la communauté d'Afrique de l'Est, et le commandant de la force régionale. En outre, Christophe Lutundula a épinglé l'élection du docteur congolais Jean Kassia à la tête du Centre africain pour la surveillance et la prévention des maladies, une première depuis plus de 30 ans. Le chef de la diplomatie congolaise a une fois de plus réaffirmé la volonté du gouvernement de discuter sans équivoque, tout en ajoutant que le pays est prêt à défendre l'intégrité du territoire national. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été ferme. Il a fait comprendre que nous ne pouvons plus continuer à tourner en rond. Le Congo, les Congolais sont prêts à assumer leurs responsabilités et ils le font jusqu'au bout. Nous n'allons plus continuer en rond. Et nous avons une opinion nationale qui juge, qui a un mot à dire et qui fait des messages très clairs, comme j'aime le dire, comme de l'eau claire dans un verre clair,
Et nous n'allons plus continuer à tourner en rond, je répète encore une fois, comprenne qui pourra. Ça a été dur, mais ça a été direct. D'après les décisions du mini-sommet Addis Abeba, les terroristes du M23 doivent libérer les positions illégales occupées en République démocratique du Congo à partir de ce 28 février 2023 jusqu'au début du mois de mars prochain. Lors de ce même exercice avec la presse, le porte-parole du gouvernement a réagi aux propos de ceux qui jettent de l'eau propre au processus électoral à cause des dysfonctionnements signalés dans les centres d'enrôlement, notamment les monnayages et l'obtention de la carte des lecteurs. Patrick Mouya a rappelé l'essence du devoir à tous les Congolais pour un processus électoral apaisé. Il a également invité la justice à trouver une solution à ce problème. Le processus électoral nous appartient à nous tous. C'est pour ça que dès le départ, dans la constitution du bureau de la commission électorale indépendante, toutes les représentations sociales sont représentées. Lorsqu'il y a des cas comme par exemple le monnayage, je suis désolé, mais c'est aussi notre responsabilité à nous comme citoyens. Vous avez été recrutés par la commission électorale pour faire ce travail-là et vous vous faites corrompre. Est-ce que c'est le bureau de la CENI? Mais je crois que c'est aussi une question des responsabilités personnelles. Nous parlons de la lutte contre la corruption et que des faits, lorsque des faits de ce type se déroulent sur le terrain, c'est la responsabilité de ceux qui sont là. Mais évidemment, on posera aussi la question à la CENI qui a recruté les Congolais. C'est dommage parce que parfois, lorsque nous-mêmes nous allons nous enrôler, il y a des files, on ne veut pas attendre, on est pressé et parce qu'on a une position et parce qu'on veut faire ceci, on essaye d'intimider, on essaie d'utiliser de voies de fait qui font qu'aujourd'hui, ces incidents qui peuvent arriver dans un processus qui attend de recevoir 50 millions de personnes sont utilisés par certains, nous voyons venir, pour jeter les discrédits sur un processus que nous construisons laborieusement. Malgré les opérations militaires à l'Est qui coûtent ce qui coûte, le ministre des Finances vous l'a dit lundi ici, mais nous avons financé à plus de 500 millions de dollars ces processus et aujourd'hui nous devons tous observer et reconnaître qu'il y a eu plus d'avancées qu'il y a des problèmes. Mais j'ai apprécié moi-même, j'ai vu qu'il y a à 2 reprises, la CENI pour le cas de Massimanimba, je pense, et pour le cas de Chikapa, ils se sont exprimés sur le sujet. Ici, le gouvernement ne va pas aller dans les détails du travail que fait la CENI. Ici, j'en appelle à la responsabilité de tous. Restons dans ce même secteur. L'ONU Femmes, en collaboration avec l'Union congolaise des femmes des médias, ont organisé une table ronde sur l'apport stratégique des médias pour accroître les taux de participation des femmes aux élections de 2023. La rencontre entre dans le cadre de la promotion des femmes à marge des futures échéances électorales. C'était ce lundi au bureau de l'ONU Femmes à Kinshasa. La table ronde organisée par l'ONU Femmes et l'UCOFEM entend relever le taux de participation des femmes au processus électoral, à travers notamment l'enrôlement massif de la gente féminine. L'ONU Femmes et les femmes des médias réunis au sein de l'UCOFEM ont, à travers cette rencontre, peaufiné des stratégies en vue de sensibiliser les femmes à s'approprier les processus électoraux. Selon le représentant résident de l'ONU Femmes en RDC qui a lancé les travaux, il y a un faible taux de la participation des femmes à l'opération d'enrôlement en cours. Selon les chiffres rendus publics par la CENI, après les opérations d'identification des électeurs dans la première ère opérationnelle. Une réunion de prise de contact et nous pensons que l'UCOFEM va nous aider à coordonner avec les autres médias et s'il y a autre proposition, n'hésitez pas. Ce que nous voulons, c'est avoir les médias impliqués dans cette cause et le reste, peut-être, on verra comment on va s'organiser pour que chaque média puisse jouer un rôle dans ce processus d'appui aux femmes candidates, aux femmes qui sont déjà dans les instances de prise de décision et à toutes les femmes qui voulaient se positionner n'importe où dans la sphère de prise de décision. Pour sa part, l'UCOFEM s'est dit prête à accompagner ce projet en vue d'accroître cette participation des femmes dans le processus électoral. On a vu qu'au niveau de Kinshasa, la tendance était un peu à la baisse pour en ce qui concerne l'enrôlement des femmes. Si on avait commencé un peu tôt, bien sûr, les médias jouent leur rôle. Ils voient tout le monde et
tous les membres de l'ICOFEM qui sont tout le temps sensibilisés pour la question de la femme savent déjà jouer ce rôle-là. Mais le souci ici, c'est de voir tous les médias, pas seulement les femmes journalistes, mais aussi les hommes, tout le monde jouer ce rôle-là. Parce que la société a besoin non seulement des hommes, mais aussi des femmes. Alors si on ne met pas vraiment l'accent sur la participation de la femme, je crois que ce sera très difficile pour notre société de décoller comme nous y attendons, comme nous le souhaitons. D'autres rencontres sont prévues pour finaliser un plan d'action à mettre en œuvre. Pour ONU Femmes, la participation des femmes est une question de développement, de démocratie et de citoyenneté. Et nos mamans aussi qui sont là-bas. Rendons-nous dans la province du Kwilu en tournée dans le Grand Bandundu. Les leaders du parti politique Nouvel Élan, Adolphe Muzito, s'est rendu le week-end à Idiofa dans la province de Kwilu. Sur place, accueilli par plusieurs sympathisants, il a sensibilisé à sa nouvelle campagne de titrisation des terres, mais également au bon fonctionnement du processus électoral. C'est le samedi 25 février qu'Adolphe Muzito, leader des Nouvel Élan, est arrivé dans la localité d'Idiofa, chef-lieu du territoire du même nom, en provenance de la ville de Kikwit, toujours dans la province du Kwilu. Le président du Nouvel Élan et son épouse, mais aussi d'autres membres de cette délégation, ont été accueillis par une foule immense et en liesse. L'ancien premier ministre a sillonné quelques acteurs principaux accompagnés de la population de cette contrée jusqu'au siège du Nouvel Élan, lieu indiqué pour un échange avec ses nombreux sympathisants. Du haut de la tribune érigée pour la circonstance, Adolphe Muzito a remercié les habitants d'Idiofa pour l'accueil chaleureux, le réservé, avant d'expliquer la raison de sa visite qui s'inscrit sur la titrisation des terres, mais aussi pour préparer sa base en prélude des échéances électorales à venir. À noter que le programme de ce membre du présidium de la coalition Lamuka prévoit une conférence débat avec les forces vives des sites contrées autour de sa vision politique. Je le disais également dans les titres, manifestation des habitants des quartiers Matadi-Kibala, Matadi-Mayo et Boma dans la commune de Mongafula. Ils exigent la réhabilitation urgente des routes menacées par plusieurs têtes d'érosion dans cette partie de la capitale congolaise. Selon ces manifestants, ces érosions sont causées par les eaux des pluies non canalisées qui proviennent de la route nationale numéro 1. Une des sinistrées sonne l'alerte. Il a été jeté au téléphone par Micha Kouabino. L'objectif, c'était de faire une alerte, l'alarme que de notre coin, les terrains sont en train de se dégrader, quoi. Les maisons sont en train de partir, il n'y a plus de route. C'était vraiment ça le but. Il y avait les habitants, il y avait les sinistrés. C'est la majorité du quartier qui était mobilisée parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent le coin qui sont vraiment pénalisés partout. Il n'y a plus de route, il n'y a plus de moyens d'accéder. Donc c'est vraiment devenu compliqué. Et on est en train de subir les conséquences des travaux qui ne sont pas suivis à la lettre d'abord de 1 et aussi. Donc c'est comme si il n'y a personne de mieux pour faire ces travaux pendant qu'il y a des gens bien expérimentés pour ça. Il y a de nombreuses familles qui sont dehors à cause de ça. Nous on est parmi parce qu'on ne pouvait pas dormir là hier. En tout cas nous demandons tout ce qu'on demande, que l'État puisse prendre en charge les travaux au sérieux fait. C'est la nationale numéro 1 qui dérange la route secondaire, qui est chez moi, au fait. Si seulement si la nationale numéro 1 est bien fait, nous n'aurons pratiquement peut-être plus ce problème-là. Un sport, le boxeur congolais Junior Ilunga Makabu a perdu sa ceinture des champions du monde de poids lourd léger de la WBC. Il a été battu par les Sédois Badou Jacques après avoir visité à plusieurs reprises les tapis. Le jury a décidé de sa défaite à la fin du 12e round. A noter qu'il s'agit de la 3e défaite en carrière professionnelle pour Ilunga Makabu en 32 combats livrés. Seul le point positif, le combat retour est prévu au cours de cette même année. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé sur votre télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.